Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voilà pour un cours d'électronique. Et la dernière fois, je vous avais annoncé que je vous parlais des transistors MOSFET. Et puis en enregistrant les vidéos, je me suis aperçu qu'en fait, il valait beaucoup mieux commencer par les transistors bipolaires. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et donc, d'où le titre qui est ici, hein, transistor bipolaire. Voilà. Je n'avais pas donné l'abréviation, mais en fait, j'ai vu dans les docs de composants, les transistors bipolaires, c'est noté BJT comme ça, parce qu'en anglais, transistor bipolaire, ça se dit bipolar junction transistor. Voilà. Et puis dans ces transistors, eh bien, il y en a deux types. Alors, je vous avais déjà introduit ça, il y avait les types N et les types P, et donc en fait, plus précisément, ça sera les NPN et les PNP. Alors aujourd'hui, enfin tout de suite, là, on va étudier les transistors de type NPN. Voilà. Parce qu'ils sont plus répandus que les PNP. Voilà, parce que un peu plus performant, un petit peu plus, du fait que les semi-conducteurs de type N, le silicium dopé négativement, en fait, est meilleur conducteur que le silicium dopé positivement. Voilà. Bon, vous verrez, vous allez comprendre cette appellation très rapidement. On va commencer par le symbole, donc la manière de représenter un transistor NPN sur un circuit électronique, dans un schéma électronique, pardon. Alors dans le schéma, voilà, on va dessiner ça. Donc il y a trois électrodes, trois connexions. Les deux connexions de puissance sont le collecteur en haut là, et l'émetteur en bas, l'émetteur opéré par la flèche ici. Et puis il y a une électrode de commande ici qu'on va appeler la base. Voilà. Pour le moment, j'en dis pas plus. Sur le comportement, on va tout de suite dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce composant, en fait, comment il est fait à l'intérieur. Voilà. Et là, il va pas de grosses surprises. À l'intérieur, en fait, on va retrouver cette structure NPN, c'est-à-dire un sandwich NPN que je vais dessiner maintenant. Donc en fait, vous allez avoir une zone N comme ça, puis une zone P que je fais en rouge, puis de nouveau une zone de silicium dopé négativement. Et donc sur ce sandwich NPN là que vous avez, et bien ici en bas vous aurez une connexion qui va donc à l'émetteur. Ici en haut une connexion qui va au collecteur et ici une connexion qui va à la base. Alors première remarque déjà, compte tenu de ce fait là, eh bien on voit qu'il y a a priori une symétrie totale entre le collecteur et l'émetteur. Donc on pourrait penser, quand on voit ça, que dans ce composant, on peut vraiment permuter ces deux connexions, que ça n'aura aucune incidence. Ben, voilà. Alors en fait, c'est pas vrai, hein, puisque il y a une petite asymétrie. L'émetteur, en fait, il est dopé négativement, mais il est beaucoup plus fortement dopé que le collecteur. Voilà. Et du coup, ça fait qu'on ne peut pas franchement permuter le collecteur et l'émetteur. Voilà. D'où le fait de bien repérer l'émetteur par cette petite flèche. Voilà. Donc on ne peut pas, voilà. Normalement on ne peut pas. Alors quand on le permute par erreur de câblage, hein, ça peut fonctionner quand même, mais on obtient un transistor qui a des performances très mauvaises en général. Voilà. Donc en général il faut éviter. Alors, du moment qu'on a compris ça, on comprend quelque chose d'assez simple, c'est que dans ce transistor il va y avoir deux jonctions PN, une qui va de la base vers le collecteur et une de la base vers l'émetteur. Et chaque jonction PN, vous le savez désormais, c'est équivalent à une diode. Voilà. Donc en fait, un premier schéma équivalent qu'on va pouvoir faire de ce transistor, c'est de le représenter avec deux diodes. Une qui va de la base vers le collecteur et une qui conduit de la base vers l'émetteur. Voilà. Alors, bon, ça donne un premier schéma équivalent. Et là, on s'aperçoit que vraiment, si le transistor fonctionnait comme ça, eh bien, il n'y aurait jamais possibilité de faire passer du courant du collecteur vers l'émetteur, puisque en fait, si on pousse les charges dans ce sens-là, il y a cette diode qui va bloquer. Voilà. Puis même dans l'autre sens, d'ailleurs, on ne pourrait pas non plus, puisque l'émetteur, la diode qui est à l'émetteur ici va bloquer. Voilà. Donc en fait, si vraiment le transistor c'était ça, eh bien c'est un composant qui n'aurait aucun intérêt, puisqu'on ne pourrait jamais faire circuler du courant entre ces deux bornes de puissance. Voilà. Et on pourrait encore moins avoir un effet d'amplification, c'est-à-dire avoir un système qui permet de contrôler ce courant. Voilà. Donc en fait, c'est pas tout à fait comme ça un transistor. Alors qu'est-ce qu'il y a d'un peu différent simplement à ces deux diodes-là? Bien, on va le voir ici dans cette partie-là.
Donc vous voyez la région P là, qui était assez épaisse dans mon circuit, bien dans les transistors bipolaires, voilà, ce qui les caractérise, c'est que cette région P là, elle est toute fine, très peu, voilà, très peu d'épaisseur. Voilà, elle est extrêmement fine. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Et du fait qu'elle soit extrêmement fine, eh bien, on va avoir, il va se produire un effet qu'on va appeler l'effet transistor. Voilà. Normalement, je vous l'ai dit, alors on va un peu quand même donner quelques indications. On va supposer que le potentiel de collecteur est supérieur au potentiel d'émetteur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on va appliquer une tension, voilà, qu'on va appeler la tension VCE, et qui est supérieure à 0. C'est-à-dire on pousse les charges dans ce sens-là. Effectivement, normalement, eh bien, cette diode-là, la diode ici, va bloquer. Et si elle peut bloquer cette diode-là, eh bien, c'est parce que dans la zone près de cette jonction, là, autour de cette jonction, eh bien, il n'y a pas de charge mobile. Voilà. Hein, vous l'avez, voilà, on a dû vous l'expliquer la dernière fois. Et donc, comme il n'y a pas de charge mobile, ben, ça bloque en fait. Voilà. Et normalement, c'est bloqué. Mais il se trouve que si jamais on vient injecter un petit courant ici, c'est on injecte des charges mobiles à ce niveau-là, et bien dans cette zone de jonction, et bien le blocage du courant va tomber et cette diode-là va se laisser traverser en inverse. Voilà. Voilà. Et donc il va apparaître un courant de collecteur. Voilà. Alors on va fléchir un peu. Voilà. Donc l'idée c'est quand on va injecter du courant à la base, et bien ça va autoriser un passage du courant vers du collecteur vers l'émetteur. Voilà. Et cette diode-là va se laisser traverser en inverse. Voilà. Alors pour organiser tout ça, eh bien on va donner des noms courants. Donc celui-là on va l'appeler IC, celui-là on va l'appeler le courant jeté dans la base IB, et puis le courant qui ressort par l'émetteur on va l'appeler IE. Voilà. On va reporter tout ça sur le circuit ici, IC et IE. Et ici on va voir le VCE. Alors on va commencer par une chose toute bête aussi. Quand même, dans le transistor, il s'opère une loi des nœuds, hein, c'est-à-dire que en fait, la somme des courants qui rentrent, c'est-à-dire courant de base et courant de collecteur, est égale à la somme du courant qui ressort ici. Donc en fait, en permanence, IE égale IC plus IB. Voilà, donc ça, c'est la loi des nœuds. Bon, de toute façon, ce qui importe ici, c'est qu'on va prendre un VCE qui est bien polarisé. Alors, on va prendre un exemple d'un VCE égal à 10 volts. Voilà. Donc, ça veut dire, voilà, on pousse une tension non négligeable qui tendance à pousser les charges du collecteur vers l'émetteur. Voilà. Et on a vu que s'il n'y a pas de courant dans la base, cette diode est bloquée et il n'y a pas de courant IC. Et dès qu'on met un courant dans la base, eh bien, ça autorise un courant IC du fait que cette diode se laisse traverser en inverse. Voilà. Et du coup, eh bien, on va obtenir que le courant IC ici va être fonction du courant IB. Voilà. Donc en fait, le courant IC va être fonction de courant dans la base. Voilà. Et pour décrire cette fonction, le mieux c'est que je trace une courbe. Voilà, on va tracer ça. Donc ici je vais mettre le courant dans la base. Et puis ici, donc, on va mettre plusieurs valeurs. Déjà, s'il n'y a pas de courant dans la base, eh bien, une chose qu'on peut dire, c'est que le courant de collecteur sera nul, puisque la diode de collecteur sera bloquée. Voilà, les diodes, on va leur donner des noms. Hein. Celle-ci, c'est la diode de collecteur, et celle-ci, c'est la diode d'émetteur. Voilà. Et puis, en fait, on va avoir une courbe qui va être une allure de droite, ou quasi droite. Alors, j'idéalise et je fais une droite. Voilà, comme ça. Et en fait, ça veut dire quoi? Si on met un courant IB ici, voilà, je vais mettre un courant IB, mettons de 1 mA, et bien typiquement, on va observer ici un courant IC, elle est typiquement de 100 mA, c'est-à-dire 100 fois plus grand. Voilà. Et puis si je mets 2 mA ici, voilà. Donc là je vais mettre ici. Eh bien, avec 2 mA, ici, on aura un courant, ici, qui sera sensiblement égal à 200 mA. Voilà, typiquement. Et donc, finalement, eh bien, c'est là la magie du transistor, c'est qu'en fait, eh bien, un petit courant de base permet de contrôler un courant de collecteur qui va être typiquement 100 fois plus gros. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai effet d'amplification.
Un petit courant permet d'en contrôler un gros. Voilà. Et donc en fait, ce qui va caractériser le transistor, eh bien, c'est la pente de cette courbe. Voilà. Qui est à peu près constante, c'est-à-dire que cette courbe c'est une droite, hein, à peu près. Voilà, même bon, dans une vraie courbe, on pourrait trouver des petites fluctuations. Généralement, c'est un peu moins pentu dans les gros courants. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle cette pente là, on appelle ça le gain du transistor. Voilà. On note ça bêta. Alors, la lettre qu'on utilise c'est bêta, et typiquement, eh bien, c'est égal à 100. Alors, ça c'est une valeur typique. Hein. En fait, pour les transistors, eh bien, ça peut varier de 30 à 600. Ça dépend des transistors. Voilà. Parce que voilà, il y a des transistors qui sont faits pour faire de la puissance, mais souvent ils ont un gain plus faible, et puis d'autres qui sont moins puissants et qui ont des gains qui peuvent être bien plus élevés. Voilà, ce gain de transistor, des fois il sera écrit bêta, enfin dans nous on l'écrira bêta. Il y a des gens qui l'appellent H21. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, ça fait appel à une modélisation sous forme de quadripôle du transistor. Voilà, qu'on n'étudiera pas ici. Et en fait, dans les documentations de transistors, en fait, il l'appelle HFE. Voilà, me demandez pas non plus pourquoi. C'est comme ça. Alors, voilà, ce gain, c'est ce qui caractérise le transistor. Ici, j'ai fait une pente vraiment constante, donc c'est une droite. Et quand c'est une droite, eh bien, on pourra en déduire une relation, la relation du transistor, hein, qui va être la suivante. C'est-à-dire qu'on pourra en déduire que le courant dans le transistor, c'est sensiblement égal au courant dans la base, multiplié par ce fameux gain du transistor, que je nomme bêta. Donc ça va être la relation magique, enfin, qu'on utilisera beaucoup pour le transistor bipolaire. Alors, ce coefficient bêta, j'ai dit qu'il était de l'ordre de 100. Voilà. Mais en fait, il va falloir prendre conscience dès maintenant que on ne connaît que l'ordre de grandeur de ce coefficient. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, moi j'ai 100 transistors d'une même référence là, dans un casier, et que je les teste un par un, eh bien, au hasard de ceux que je vais sortir du casier, eh bien, je vais en trouver certains qui vont avoir un bêta de 100, mais d'autres un bêta de 150, un gain de 150, des fois un gain de 80, etc. Il va y avoir ce qu'on appelle de la dispersion importante entre les transistors, hein, notamment avec des valeurs de gain assez variées. Voilà. Et d'autre part, eh bien, ce gain bêta, il a une forte dépendance à la température. Voilà. Et entre un transistor froid et un transistor chaud, eh bien, il peut varier du simple au double, facilement. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le gain bêta, il a une valeur importante, voilà, mais elle n'est pas bien maîtrisée, elle n'est pas bien connue. On ne peut pas la connaître. Voilà. Et ça, eh bien, ça va avoir une conséquence majeure sur les règles de conception pour les circuits à transistors bipolaires. Voilà, c'est que en fait, il faut les concevoir en sorte qu'avec une variation importante de bêta n'altère absolument pas le bon fonctionnement des circuits. Voilà. Alors on verra ça dans les exercices. Vous verrez qu'on dans les exercices, on fera à chaque fois un petit raisonnement et on fera tendre notamment bêta, enfin on partira d'un gain qui vaut 100, on dira bêta égale 100, et souvent on fera le raisonnement de faire tendre bêta vers l'infini, et de vérifier que le circuit fonctionne correctement, même quand le gain tend vers l'infini. Voilà, donc ça c'est assez important. Voilà. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on va en conclure? Ben, finalement, ce schéma équivalent à deux diodes n'est pas complet. On va être obligé de le réviser, puisque il ne permet pas de décrire qu'il puisse y avoir du courant IC qui traverse cette diode en inverse. Voilà. Donc on va comment dire, on va faire évoluer ce schéma équivalent. Hein. On va lui rajouter des éléments qui vont le rendre plus juste. Hein. Et pour ça, il faut avant que je vous trace une autre famille de courbes qu'on va faire juste après. Voilà. Mais avant que j'efface ce tableau, je vais quand même vous parler du VBE. Voilà. Donc VBE, c'est quoi le VBE? Eh bien, c'est la tension entre base et émetteur. Voilà. Tension entre base et émetteur. Donc, si je le flèche ici, voilà. On a le VBE. Et le VBE, donc, eh bien, si je le flèche sur le schéma, c'est cette tension-là. Voilà.
Et alors le VBE, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, quand le transistor est traversé par un courant, d'accord, vous avez le courant IC qui arrive ici, voilà, qui est en fait déclenché par le courant IB, et vous récoltez un courant IE ici, qui est égal à IC plus IB. Maintenant, si cette relation, on considère qu'elle est valable, eh bien, IC, je peux le remplacer par bêta IB. Et à la fin, on obtient quoi? On obtient que IE, eh bien, c'est égal à bêta plus 1 fois IB. Voilà. Donc, voilà, alors bêta, je vous dis que c'est de l'ordre de 100. Voilà, donc IC c'était 100 fois le courant de base, et bien finalement IE ça sera 101 fois le courant de base. Voilà, donc typiquement, si on met 1 mA dans la base, le courant ici IC vaut 100 mA et le courant IE vaut 101 mA. Voilà, donc déjà, on peut, bon, cette relation est valable, mais on peut prendre conscience d'une chose, c'est que le courant dans l'émetteur, eh bien, il va être sensiblement égal au courant au collecteur. Voilà, bêta IB qui est égal au courant dans le collecteur. On peut mettre une petite ligne en plus, hein. Sensiblement égal à bêta IB égale IC. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc, dès que le transistor conduit, cette diode est traversée dans le sens direct. Et vous savez que quand une diode est traversée dans le sens direct, eh bien, la tension assez grande, ça vaut grosso modo une tension de seuil. Hein. Si on prend un modèle de diode à seuil, et on va dire que ça, c'est sensiblement égal à 0,6 volts. Donc je vais tracer en vert cette courbe de VBE. Donc VBE, c'est facile, hein. Si je prends un modèle de diode à seuil, je vais dire que eh bien, c'est complètement, c'est fonction de, enfin, dès lors que IB est positif, IE sera positif, et donc ça vaudra 0,6 volts. Voilà. Alors en fait, voilà, si je fais une diode à seuil, je vais mettre un seuil à 0,6 volts comme ça. Donc là c'est VBE, et il est sensiblement égal à 0,6 volts ici. Et puis quand le courant va devenir nul, IB devient nul, IE devient nul, et là la tension retombe. Alors, si je fais une diode à seuil, je ferai un truc tout carré qui retombe brutalement. Puis si j'essaye de tenir compte du modèle, de la diode réelle, je sais que ça démarre comme ça à 0,6 volts, puis ça fait un petit coup comme ça, voilà, qui est de manière exponentielle. Bon, dans la suite des exercices, nous on considérera souvent que VBE vaut. On prendra le modèle de la diode à seuil pour cette diode la plupart du temps, et on considérera que VBE vaut 0,6 volts. Voilà. Et puis dans de rares exercices, des fois on utilisera des modèles plus sophistiqués de diodes, notamment la diode à résistance dynamique. Voilà. Bon voilà, ça fait donc une première vidéo sur le transistor bipolaire. Retenez ça, IC égale bêta IB. Voilà. Et puis que ce modèle est faux et qu'on va le faire évoluer. Et pour que ça le faire évoluer, j'ai besoin d'une nouvelle famille de courbes que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Voilà, tout de suite.